Ok, ça marche, parfait. Donc effectivement, on va aborder la question de la stratification du risque dans l'hypertension artérielle pulmonaire et des différents scores de risque qui sont évoqués dans les guidelines. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc avant d'aborder les nouvelles guidelines, on va revenir quelques années en arrière. Et si on compare... Oula, tout est décalé. Si on compare les guidelines de 2009 et de 2015, il y a eu un changement de paradigme qui est survenu. Quand on regarde l'algorithme thérapeutique de 2009, il reposait initialement sur l'évaluation du risque reposait sur la classe fonctionnelle NYHA, alors qu'en 2015, c'est la stratification du risque qui est apparue dans cet algorithme thérapeutique. Tout est décalé, je suis vraiment désolée, ça marchait tout à l'heure. Donc dans cet algorithme thérapeutique, vous le connaissez bien, c'est cette table de stratification du risque avec 3 groupes, le risque faible, le risque intermédiaire et le risque élevé de mortalité dans l'année. Et donc plusieurs méthodologies avaient été proposées pour évaluer le risque de mortalité d'un patient entre risque faible, intermédiaire ou élevé. Donc il y avait la méthodologie proposée par les Suédois et Compera. Et donc pour cela, ils décidaient de se focaliser sur un certain nombre de critères qui étaient la classe fonctionnelle NYHA, la distance parcourue au test de marche de 6 minutes, biomarqueurs BNP ou NT-proBNP, et puis tous les paramètres hémodynamiques évalués par cathétérisme cardiaque droit. Et vous savez qu'ils allouaient 1 point pour chaque critère de faible risque, 2 points pour chaque critère de risque intermédiaire et 3 points pour les variables à risque élevé de mortalité. Ils additionnaient tous les points obtenus ainsi, on divisait par le nombre de variables qui étaient disponibles pour un malade donné, et enfin, ils arrondissaient à l'entier le plus proche pour définir finalement le risque qui était faible, intermédiaire ou élevé. Avec cette méthodologie, on était capable de stratifier le risque à la fois à baseline et à follow-up. Le problème, c'est que la majorité des patients restaient à risque intermédiaire au cours du suivi, 60% d'entre eux, donc c'était un gros groupe, et il y avait besoin de mieux discriminer ce risque intermédiaire. Parallèlement à ça, il y a plusieurs groupes qui ont montré qu'une évaluation non invasive du risque qui reposait sur la classe fonctionnelle NYHA, la distance parcourue au test de marche de 6 minutes et le BNP, c'était possible d'utiliser ces 3 paramètres non invasifs pour évaluer le risque de nos patients au cours du suivi. Donc vous connaissez bien sûr la méthode française qui consistait à compter le nombre de critères de faible risque obtenus pour un patient donné, et plus il y avait de critères de faible risque, meilleure était la survie. Cette méthodologie, elle a été ensuite appliquée et validée dans la cohorte Compera. Et si on regarde les résultats dans Reveal Light 2, donc c'est une méthode un peu différente, donc ça c'est aux US, ils regardaient non seulement les 3 critères qui étaient classe fonctionnelle, test de marche de 6 minutes, BNP, mais aussi la fréquence cardiaque, la pression artérielle systolique et la fonction rénale. Et là encore, ils étaient capables d'avoir une bonne discrimination entre le risque faible, le risque intermédiaire et le risque élevé de mortalité. Récemment, du coup, il y a 1 an exactement, Compera, donc les investigateurs de Compera, donc, avec notamment Marius Hooper, ont proposé de faire une stratification du risque, non pas en 3 strates, mais en 4 strates, avec justement une meilleure discrimination du risque intermédiaire. Donc on avait cette fois-ci risque faible, risque intermédiaire élevé et risque élevé de mortalité dans l'année. Et ça a été basé sur 3 critères non invasifs qui étaient justement cette classe fonctionnelle NYHA, cette distance parcourue au test de marche de 6 minutes et le BNP. Ces résultats, ils ont été validés à la fois dans la cohorte Compera, mais également dans la cohorte française, avec une bonne discrimination entre les 4 risques, que ce soit à baseline, mais surtout au cours du suivi. Il faut savoir que dans Compera, cette méthode ne marchait pas bien pour discriminer le risque faible et le risque intermédiaire faible au moment du diagnostic, alors qu'au cours du suivi, c'était un bon outil. Donc si on en vient maintenant aux nouvelles recommandations, évidemment, l'évaluation multiparamétrique du risque est toujours recommandée. Et donc on va se baser sur cette évaluation pour regarder l'algorithme thérapeutique. Et la première chose importante, c'est qu'il y a 2 types différents pour discriminer ce risque au diagnostic au cours du suivi, avec un tableau en 3 strates au diagnostic et un tableau en 4 strates au cours du suivi. Donc si on regarde les recommandations, au moment du diagnostic, on doit utiliser un modèle
en 3 strates, avec un risque faible, un risque intermédiaire et un risque élevé. C'était très ressemblant à la table que je vous ai montrée précédemment. Et là encore, on peut utiliser une méthodologie similaire à celle qui avait été proposée par Compera et Suédois, qui consiste à se focaliser sur certains nombres de critères qui sont la classe fonctionnelle, le test de marche, les biomarqueurs et l'hémodynamique pour calculer un risque pour nos patients. Au cours du suivi, c'est différent. On passe maintenant à la table de 4 strates qui avait été proposée il y a maintenant 1 an. Donc là, c'est validé officiellement dans les guidelines. Et donc, on a les 3 critères non invasifs, classe fonctionnelle, test de marche et BNP, qui sont suffisants pour déterminer le risque de nos patients au cours du suivi. Si on regarde les différentes modifications qui ont été apportées dans ces nouvelles guidelines, la première modification concerne le seuil de BNP et de NT-proBNP, avec notamment pour les risques élevés, les seuils ont été modifiés. Ils collent maintenant à ce qui avait été proposé dans la table de 4 strates qui avait été proposée par Compera. Et les seuils qui sont utilisés dans cette table sont issus du registre Reveal. La deuxième modification apportée concerne l'échocardiographie avec l'intégration du rapport TAPS sur PAPS. Ça a été abordé précédemment par Pamela. Donc vous savez que c'est un rapport entre le TAPS qui évalue la fonction VD et la PAPS qui estime la pression artérielle pulmonaire systolique et qui est basé à la fois sur la Vmax de l'IT et la volémie qui est basée sur la taille et la collapsibilité de la veine cave inférieure. Et si on regarde les études qui ont été publiées, il y a cette étude qui avait montré que plus le rapport TAPS sur PAPS est bas, moins bonne est la survie. Très récemment, il y a l'étude de Charles Fauvel qui a été acceptée et publiée, là, qui est in press dans le JHLT. Donc, c'était son travail de thèse. Et il était parti du constat que pour un certain nombre de patients, notamment les plus âgés, le test de marche de 6 minutes n'est pas aisé à réaliser et difficile à interpréter quand ils ont des problèmes de marche, etc. Et donc, ils avaient essayé de regarder s'il y avait d'autres critères qui pouvaient être pris en compte pour établir le risque des patients. Et donc, dans cette cohorte, il avait regardé 3 critères qu'il avait établis comme des critères de faible risque. La classe fonctionnelle NYHA 1-2, un NT-proBNP qui était à faible risque et le rapport TAPS sur PAPS supérieur à 0,33. Il avait montré que plus il y avait de critères, meilleure était la survie. Alors, il n'y avait pas de différence significative entre 2 et 3 critères de faible risque, mais on voit que la survie était bien meilleure que quand il n'y avait qu'un seul critère ou 0 critère. Si on revient à notre table des guidelines, une nouveauté, c'est l'apparition de l'IRM, de cette table de stratification du risque, avec 3 paramètres qui sont apparus. La fraction d'éjection ventriculaire droite, le volume d'éjection systolique indexé, et enfin le volume télésystolique du ventricule droit. Et si on regarde un peu les études sur lesquelles sont basés ces paramètres, donc c'est cette étude de l'équipe de Sheffield qui montrait que plus le volume télésystolique ventriculaire droit était élevé, plus la mortalité était élevée. Et c'était l'inverse pour la fraction d'éjection ventriculaire droite. Plus elle était élevée, meilleure était la survie. Enfin, dernière modification dans cette table de stratification du risque, c'est au niveau du cathétérisme cardiaque droit. Donc on garde bien sûr la POD, l'index cardiaque et la SVO2 comme des critères d'intérêt pour évaluer le risque. Mais il y a un petit nouveau qui fait son apparition, c'est le stroke volume index. Donc c'est le rapport entre l'index cardiaque et la fréquence cardiaque. Et donc, vous connaissez cette étude qui a maintenant 5 ans. Donc, c'était Jason Weatherall qui l'avait menée quand il était en mobilité à Paris. Et donc, il avait regardé le stroke volume index. Donc là, au cours du suivi, on voyait que plus le stroke volume index était élevé, meilleure était la survie. 2 courbes qui étaient relativement superposées, c'était celle supérieure à 36 ou supérieure à 46. Et donc, c'est le seuil de 38 millilitres par mètre carré qui a été retenu pour définir un faible risque de mortalité. Et de manière intéressante, si on regarde ce sous-groupe de patients qui avaient déjà 4 critères de faible risque, la classe fonctionnelle, le test de marche de 6 minutes, la POD et l'index cardiaque, si on rajoutait en plus le volume d'éjection systolique indexé, on arrivait à mieux discriminer les patients, ceux qui allaient avoir une survie qui était proche de 100% et ceux qui allaient avoir des événements. Et donc là encore, c'était le seuil de 38 qui permettait de bien discriminer ces patients qui étaient déjà considérés comme étant à faible risque. Donc on voit que le stroke volume index est quand même un examen important pour bien discriminer les patients. Il y a quand même un certain nombre de questions qui sont soulevées par ces nouvelles recommandations. La première question que j'ai identifiée, c'est
pourquoi est-ce qu'on utilise 2 scores différents au diagnostic et au cours du suivi. Alors, si on regarde les guidelines, il y a des réponses qui sont apportées dans le texte. Ils disent qu'effectivement, les 4 strates, c'est très utile et ça permet de mieux discriminer les patients au cours du suivi parce qu'on a une meilleure discrimination du groupe risque intermédiaire. En revanche, à baseline, on est quand même encore très attaché à l'hémodynamique et il ne faut pas s'affranchir de toutes ces variables hémodynamiques au diagnostic et c'est la raison pour laquelle c'est les 3 strates qui sont maintenues parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de modèle en 4 strates avec les paramètres hémodynamiques qui sont intégrés. Peut-être que ça sera à l'avenir, mais ça, on verra. La deuxième question, c'est quelle est la place du cathétérisme cardiaque droit au cours du suivi? Donc c'est la dernière ligne du tableau pour le cathé droit. On voit bien qu'il est recommandé au diagnostic, mais sa place au cours du suivi n'est pas recommandée formellement. En revanche, il y a un élément important qui est écrit dans le texte des guidelines, c'est que certes, au cours du diagnostic, il faut absolument faire la classe fonctionnelle NYHA, la distance parcourue au test de marche et le BNP pour déterminer le risque des patients. Mais il y a un certain nombre de variables additionnelles qui sont encore utiles et qui peuvent être nécessaires au cas par cas. Et donc, le cathétérisme cardiaque droit, on ne doit pas totalement l'abandonner. Il doit être considéré en fonction d'un patient donné. Troisième question, quelle place accorder à l'évaluation du risque chez les patients qui sont comorbides? Si vous regardez l'algorithme thérapeutique, vous voyez bien que les patients comorbides, il n'y a pas de place à l'évaluation du risque, puisque tous doivent être initiés en monothérapie, qu'ils soient à risque faible, risque intermédiaire ou risque élevé de mortalité, mais cette question sera abordée dans le topo suivant. Et enfin, dernière question, quelle place pour les autres scores d'évaluation du risque? Donc on a vu qu'au diagnostic, c'est le modèle en 3 strates qui est utile. Au cours du suivi, le modèle en 4 strates. Mais dans les guidelines, c'est un peu plus loin. Quand est abordée la question de la transplantation pulmonaire, il y a le score REVEAL qui fait son apparition avec une indication à référer les patients pour être listés sur liste de transplantation en cas de score REVEAL supérieur à 7, enfin pour être en tout cas évalués. Et par contre, ils doivent être listés sur liste en cas de score supérieur ou égal à 10. Donc pourquoi est-ce que ce score REVEAL n'a pas sa place au cours du suivi lambda et apparaît uniquement au cours de l'évaluation pour la transplantation pulmonaire? C'était la dernière question que je voulais soulever. Donc pour conclure, l'évaluation multiparamétrique du risque, elle reste primordiale pour nos patients, que ce soit au diagnostic, avec le cathétérisme cardiaque droit qui a toute sa place, en plus de la classe fonctionnelle NYHA, du test de marche de 6 minutes et des biomarqueurs. Ça permet de discriminer les patients en 3 strates, faible risque, risque intermédiaire ou risque élevé. Au suivi, les 3 critères non invasifs sont suffisants pour déterminer le risque, mais il y a encore la place pour l'écho-cœur, l'IRM et le cathétérisme cardiaque droit au cas par cas. Et là, cette fois-ci, on va stratifier nos patients en 4 groupes, risque faible, risque intermédiaire élevé et risque élevé. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Athénaïs pour ce topo très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la stratification du risque et le suivi des patients, qui est le quotidien de chacun de nous? Non. La question qui vient, c'est quelle place pour l'échographie et le cathétérisme cardiaque pour la réévaluation de vos patients? Est-ce que vous continuez à faire des examens systématiques, annuels ou tous les 2 ans, même pour des patients au risque faible sur les critères non invasifs? Alors, pour nous, dans le centre, ce qu'on fait, c'est que chaque patient au diagnostic a son cathé, on va initier un traitement et 4 mois après, on va le réévaluer de manière systématique avec un cathétérisme cardiaque droit. Pour les suivis ultérieurs, je pense que les 3 critères non invasifs peuvent être suffisants. Après, c'est au cas par cas. S'ils ont les 3 critères dans le vert, je pense qu'aucun examen supplémentaire, même pas l'écho, même pas l'IRM, n'est nécessaire. En revanche, pour les patients qui ne sont pas à risque faible au cours du suivi avec les 3 critères non invasifs, je pense qu'on peut avoir une utilité à avoir des examens supplémentaires. Nous, on a un accès plus facile dans le service au cathé droit qu'à l'échographie cardiaque, mais dans les guidelines, les recommandations, c'est l'écho au cours du suivi qui a une place primordiale par rapport au cathétérisme cardiaque droit. Après, je pense que ça va être un peu centre dépendant pour faire le suivi.
Et l'attitude est la même pour des patients jeunes qui peuvent avoir tendance à minimiser leur dyspnée et avoir des tests de marche facilement supérieurs à 440 mètres. Pareil, vous ne faites pas forcément d'échographie. Je pense qu'un patient qui a vraiment les 3 critères dans le vert et qui n'a pas, à l'interrogatoire ne va pas rapporter d'aggravation de sa symptomatologie, je pense que le KT n'a pas forcément sa place. C'est quand même exceptionnel qu'on a un patient qui marche 450 mètres, qui soit en classe fonctionnelle 1 ou 2, qui a un BNP strictement normal et qui aggrave son hémodynamique. On va avoir des signes d'alerte par ailleurs probablement. En tout cas, l'interrogatoire, il sera capable de nous dire « Avant, je faisais un footing d'1 heure, maintenant, au bout de 20 minutes, je suis épuisé ». On a vraiment quand même l'interrogatoire qui nous aide beaucoup pour ça. Oui. Et merci Athénaïs. Merci pour ta présentation. Une question. Est-ce qu'on sait vraiment simplifier les choses en prenant 3 strates au départ et 4 strates après? Parce que je pense que pour communiquer, c'est quand même très compliqué. Quand on essaye d'expliquer aux collègues, et je l'ai fait avec les étudiants, je pense que c'est pas faisable. Donc c'est que ça doit pas être si simple. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à repasser à 4 strates aussi au départ, et comment on pourrait faire? Et puis deuxième question que j'ai jamais réussi à résoudre, mais j'ai peut-être pas bien compris, combien il faut de paramètres? Parce que quand on a un malade, il n'est pas tout vert, tout orange, tout rouge. Quand il a 10 critères dans le vert, 2 dans le orange, 1 dans le rouge, il est quoi à la fin? Alors pour la première question, je suis tout à fait d'accord avec toi et je partage ton point de vue. Je pense que 4 strates, c'est l'avenir à la fois au diagnostic et au cours du suivi, mais je pense qu'il faudra intégrer au diagnostic des paramètres hémodynamiques. Ça me paraît important d'avoir quand même une évaluation hémodynamique invasive au diagnostic qui soit intégrée à cette stratification du risque. Donc on va travailler dessus pour pouvoir proposer quelque chose. La deuxième question qui concerne le calcul du score, c'est la méthode de Compera qui est des Suédois qui prévaut pour ça. On va allouer un certain nombre de points, 1 point pour les risques faibles, 2 points pour chaque risque intermédiaire et 3 points pour chaque risque élevé. Tu fais la somme, tu divises par le nombre de variables que tu as disponibles et après tu vas arrondir à l'entier le plus proche. Combien sont nécessaires? Bien sûr, combien sont nécessaires? Dans les premières études des Suédois et de Compera, eux, ils proposaient entre 2 et 3 en fonction des 2 papiers. Ils disaient que 2, c'était suffisant. Clairement, à mon sens, ce n'est pas du tout suffisant. Je pense qu'il faut... déjà, il faut les 3 critères non invasifs, ça me paraît important, et il faut intégrer les variables hémodynamiques. Donc, je pense qu'il faut au moins la POD et l'index cardiaque, ça me paraît indispensable au diagnostic. Donc, je pense que 5, à mon sens, c'est le minimum pour avoir une bonne évaluation du risque. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais poser une question qui poursuit un petit peu la précédente. C'est est-ce que justement quand tu dis il faut 3 critères dans le vert non invasif, est-ce que ceux qui viendraient être rouges ou dans la zone intermédiaire ont un poids différent? C'est-à-dire est-ce que chaque critère a le même poids? Je comprends bien qu'ils ont une gradation dans leur couleur, vert, orange, rouge, mais est-ce qu'ils pèsent la même chose quand ils sont dans le rouge? Alors ça, c'est une excellente question. À l'heure actuelle, personne n'a répondu, n'a permis de répondre à cette question. Ils ont tous le même poids qui est alloué dans les tables de stratification actuelles, mais effectivement, ne serait-ce que n'avoir qu'un seul critère dans le rouge, ça c'est vraiment un signal d'alarme très fort. Même si on a 2 verts, 1 rouge, pour moi c'est un signal d'alarme qui est supérieur à avoir 2 critères dans le jaune et 1 dans le vert. Parce que même si à la fin la note globale du malade sera la même, on avait montré dans le papier de l'ERJ en 2017, là où on comptait les nombres de critères de faible risque, dans les suppléments, on avait une figure où on montrait que plus on avait de critères dans le rouge, plus la survie était impactée, et donc chaque critère dans le rouge supplémentaire impacte vraiment et très fortement la survie très rapidement. Donc je pense que c'est vraiment un drapeau rouge et ça doit nous faire poser des questions pour le renforcement thérapeutique. Et si le traitement est déjà maximal, il faut se poser rapidement la question de la transplantation chez ces malades qui ont des critères de haut risque de mortalité. Juste pour revenir sur le poids des variables, c'est la grosse critique qu'on nous fait à nous, Européens, que nous font les Américains et en particulier les investigateurs de Reveal et en particulier Ray Benza, qui me dit « Moi, j'ai fait un score où chaque variable a un poids différent ». Et qui me permet donc de mieux discriminer les choses. Après, quand on regarde, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. On a l'impression quand même.
Une question supplémentaire. Merci. La réponse sera peut-être pas très simple, mais c'est plus pour un élément de réflexion. Ces scores sont validés bien sur des registres et des cohortes et c'est rétrospectif souvent, donc ont été inclus il y a pas mal d'années. Est-ce qu'on sait s'ils sont valides chez les gens de plus de 70 ans? Alors, on n'a exclu personne dans nos analyses, en tout cas dans le registre français. Il y a tous les patients, même octogénaires, étaient inclus dans ce registre. Donc, je n'ai pas fait d'analyse en sous-groupe chez les très âgés. On avait regardé supérieur ou inférieur à 50 ans, ça marchait. Mais chez les très âgés, je n'ai pas regardé sur cette population spécifique. Mais au quotidien, effectivement, on utilise ces scores. La question se pose vraiment pour le test de marche de 6 minutes, parce que c'est sûr que si on a de l'arthrose et qu'on est incapable de marcher plus de 100 mètres, ça va forcément impacter le score. Si on regarde les guidelines, là, il y a vraiment un élément qui est important. Ils disent bien que le risque faible, c'est ce qu'il faut obtenir pour tous les patients, sauf certains où effectivement on peut être un peu moins strict et on peut se contenter d'un risque intermédiaire faible au cours du suivi. Donc effectivement, il faut un peu de bon sens. Oui, effectivement, après. Alors, population comorbide, notre population est très comorbide. On a environ 50 à 60% des patients qui ont au moins une comorbidité type hypertension artérielle. Donc, on a une population qui est comorbide. Si on prend les comorbidités telles qu'elles sont définies dans les guidelines, nous, si on avait dû respecter les guidelines a posteriori, il y a plus de la moitié de notre cohorte qui n'aurait pas eu le droit d'avoir des traitements combinés d'emblée, alors qu'en pratique, ils les ont. Donc, on a une cohorte comorbide. Et si on regarde le registre Compera, c'est des patients qui sont encore plus âgés et qui sont aussi très comorbides. Donc, je pense que ces stratifications du risque sont valables, quel que soit l'âge. Merci beaucoup, Athénaïs, pour cette présentation. Merci. Et maintenant, on laisse la parole à Olivier Sidbon pour les algorithmes de traitement et les nouvelles cibles thérapeutiques. Merci beaucoup, Ségolène. Donc, on va maintenant qu'on a vu le risque, on va tout ce qui tourne autour du risque et comment on va prendre en charge nos malades. Donc, on va parler d'algorithmes thérapeutiques et on parlera dans la deuxième partie des nouvelles cibles thérapeutiques. Alors, ça, ce sont mes liens d'intérêt. Alors, depuis 20 ans, c'est toute une histoire d'algorithmes. On a commencé en 2003 au symposium mondial de 2003, où on avait ce premier algorithme qui était assez simple. Vous allez voir que je ne vais pas tout détailler, mais ça s'est beaucoup, au cours du temps, ça s'est beaucoup complexifié. Je crois que celui-là, c'est un des plus compliqués, je crois, celui-là de 2013. Tout ça se basant sur la classe fonctionnelle, comme ce qui a été dit précédemment. Et puis, on est arrivé à quelque chose d'un petit peu plus simple au cours des derniers guidelines de 2015, en utilisant cette fois, effectivement, le risque comme étant déterminant pour le choix thérapeutique. Et là, vous avez le dernier algorithme du Congrès mondial de 2018 qui était assez proche, finalement, du précédent. Alors, l'algorithme actuel des nouvelles guidelines, il est là. Ça, c'est écrit en tout petit, donc on va le détailler au fur et à mesure. On va commencer déjà par les mesures générales. Donc, les mesures générales et les traitements symptomatiques qui s'appliquent donc aux HTAP idiopathiques, irritables et associés aux médicaments et également associés aux connectivites. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'appliquer dans d'autres groupes aussi, mais en tout cas, ça a été validé essentiellement chez ces malades-là. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de recommandations, avec une très forte recommandation là pour le réentraînement à l'exercice, avec une classe de recommandation 1 et un niveau d'évidence, une classe de recommandation 1, pardon, et un niveau d'évidence A. Donc très très forte recommandation pour la réhabilitation, le support psychosocial, les vaccinations, incluant également la vaccination contre le Covid, comme vous avez pu le lire. Les diurétiques ont une place aussi très importante. Tout ça ont une classe de recommandation très forte avec un niveau d'évidence qui est assez faible, parce qu'il n'y a pas d'études qui permettent de le démontrer formellement. Et puis, ce qui est un petit peu nouveau, c'est la place de l'anticoagulation. Donc, l'anticoagulation, elle n'est plus obligatoire du tout. Elle l'a été pendant très longtemps, c'était une forte recommandation. Elle est maintenant non recommandée, sauf en cas d'indication autre, ou bien donc, en tout cas sur une base individuelle. Donc, vous voyez, une recommandation 2BC, donc une recommandation quand même assez faible. L'étape suivante, c'est
on va isoler les patients vasoréactifs au NO, là, comme l'a souligné Gérald Simoneau dans sa présentation. Donc les patients vasoréactifs au NO, ce sont des patients qui vont bénéficier d'un traitement au long cours par les inhibiteurs calciques. On a gardé la définition, hein, une baisse d'au moins 10 mm de mercure pour atteindre un niveau inférieur à 40 mm de mercure sans diminution du débit cardiaque. Eh bien, ces malades-là vont pouvoir bénéficier d'un traitement par antagoniste calcique, être réévalués, parce qu'il faut toujours réévaluer les malades, y compris sur le plan hémodynamique. Et puis, donc, pour les malades qui vont bien, au bout de 4 à 6 mois de traitement, ont une hémodynamique normale ou presque normale. Alors, il n'y a pas de définition de qu'est-ce que c'est que normal ou presque normal. On a dit vaguement comme ça, il fallait moins de 30 de PAP moyenne, moins de 4 de résistance, mais c'est purement indicatif. On va pouvoir continuer le traitement et bien sûr continuer à évaluer régulièrement les malades. Pour les malades non vasoréactifs, c'est-à-dire l'immense majorité des malades, 95% des malades, ils ne répondent pas au NO. Hein, donc, les répondeurs, c'est 5 à 10%, grand maximum. Eh bien, on va d'emblée séparer les malades avec comorbidité des malades sans comorbidité. On va d'abord s'intéresser aux malades sans comorbidité. C'est moins de la moitié des malades, hein, si vous avez compris de l'intervention précédente d'Athénaïs. Pour les malades sans comorbidité, en fonction du risque évalué en 3 strates, on va avoir des malades à risque faible ou intermédiaire qu'on va pouvoir prendre en charge d'une certaine façon, et les malades à haut risque qu'on va prendre en charge d'une autre façon. Donc vous connaissez ça, je ne rentre pas dans les détails sur les différentes cibles du traitement de l'HTAP avec les 3 voies dysfonctionnelles. C'est les cibles de la dysfonction endothéliale avec tous les médicaments qui sont listés ici. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous les décrire un par un. Il y avait une question importante dans les guidelines, c'était la PICO question numéro 1, qui était est-ce qu'on doit faire un traitement combiné double chez tous les malades? Est-ce que c'est mieux finalement qu'une monothérapie chez les patients symptomatiques? Ça tient des résultats de l'étude Ambition qui avait comparé embrisentan tadalafil versus embrisentan ou tadalafil et qui avait montré une réduction des événements de morbidité en particulier chez les malades recevant une combinaison double par rapport à ceux recevant une monothérapie. Vous voyez que là, la classe de recommandation, elle est forte, c'est 1. Le niveau d'évidence, c'est B, parce qu'il y a une étude seulement qui le démontre, et c'est l'étude Ambition. Par contre, quand on va un peu plus en détail dans l'analyse pour voir quelle était la qualité de l'évidence et la force de la recommandation, vous voyez que la qualité de l'évidence, elle est assez faible, hein, parce qu'il n'y a quand même qu'une seule étude, même s'il y a 500 patients hein, dans l'étude Ambition, mais c'est une seule étude. Et là, le degré de recommandation, il est conditionnel. Néanmoins, il a fallu quand même donner des recommandations. Donc, les recommandations, elles sont très fortes pour la combinaison d'embrisentan tadalafil ou de macitentan tadalafil. On n'exclut pas les autres recommandations d'autres antagonistes d'endothéline et d'autres inhibiteurs de la PDE5. Et puis, une recommandation négative pour la trithérapie d'emblée, incluant donc macitentan tadalafil et selexipag, puisque vous savez qu'il n'y a qu'une seule étude, c'est l'étude Triton, et que cette étude est négative. En ce qui concerne les malades à haut risque, là, la recommandation, elle est de mettre en route un traitement combiné, si possible trithérapie, avec 2 médicaments oraux, plus une prostacycline parentérale, qu'elle soit sous-cutanée ou par voie intraveineuse. Et ça repose sur assez peu de choses, finalement. Il y a l'étude qu'on avait publiée en 2014 sur 19 patients qui recevaient une trithérapie avec de l'époprosténol, sur l'étude italienne plus récente avec une trithérapie avec du tréprostinil sous-cutané, et puis les données du registre français qui montrent que, finalement, l'impact sur le long terme, il est quand même bénéfique quand on commence une trithérapie par rapport à une bithérapie orale. Et ça, ce sont, en particulier dans le score de propension qui avait été réalisé, on voit bien qu'il y a un bénéfice de la trithérapie par rapport à la bithérapie. Donc là, la classe recommandation, elle est plus élevée qu'auparavant. Elle est 2A, C parce qu'on n'a pas d'études contrôlées. Alors ça, c'est l'algorithme. Donc les malades à risque faible ou intermédiaire, bithérapie orale. Pour les malades à risque élevé, trithérapie associant une prostacycline parentérale. Pour la suite, donc comme l'a dit Athénaïs, on va réévaluer les malades de façon non invasive, même si en pratique, et en tout cas chez nous, on leur refait un cathétérisme à la première évaluation, parce qu'on a quand même un peu envie de savoir ce qui se passe, et que l'évaluation non invasive, c'est plutôt, je dirais, pour
après, quand on suit les malades à plus long cours. Donc soit les malades vont être à risque faible, et à risque faible, c'est l'objectif thérapeutique, c'est vraiment l'objectif à atteindre, et dans ce cas-là, on ne va pas changer le traitement, on va continuer de la même façon. Soit le risque est intermédiaire élevé ou élevé, et là, c'est insuffisant, et donc il va falloir renforcer le traitement. Et dans ce cas-là, renforcer le traitement, si on a déjà une bithérapie orale, renforcer le traitement de façon agressive, c'est de rajouter une prostacycline parentérale et d'envisager la transplantation pulmonaire pour les patients éligibles. Et entre les deux, c'est là où on a le choix entre rajouter une prostacycline orale, ou en tout cas au moins un analogue un agoniste des récepteurs de la prostacycline. Là, la classe de recommandation est assez élevée, classe 2A, ou bien switcher d'un IPDE5 pour un stimulateur de la guanylate cyclase avec une recommandation qui est un peu moins forte. Et vous voyez, ça repose sur ces deux stratégies, reposent chacune sur une seule étude. Finalement, c'est l'étude Griffon pour associer un médicament, la thérapie combinée séquentielle, ou bien c'est l'étude Replace pour le switch, en sachant que l'étude Griffon, c'est une étude morbimortalité, long terme, etc., mais qui ne regarde pas, qui ne capture pas finalement l'amélioration clinique, ça regarde juste la détérioration. L'autre étude, c'est l'inverse, ça regarde au contraire l'amélioration clinique avec un critère qui est quand même intéressant, puisque c'est regarder finalement sur un critère composite d'amélioration clinique le pourcentage de malades qui va s'améliorer, qui va atteindre ces objectifs-là par rapport à ceux qui ne l'atteignent pas. Malheureusement, c'est une étude ouverte et donc avec et qui n'est donc non aveugle et qui avec tous les critiques que l'on peut avoir par rapport à ça. Les malades avec comorbidité, ce sont donc la recommandation. Vous avez vu qu'elle est quand même beaucoup plus faible. C'est une recommandation de dire qu'il faut mettre une monothérapie. Alors, monothérapie et on voit. Alors ça, c'est quand même extrêmement discutable parce que comorbidité, ce sont d'abord des comorbidités cardiovasculaires ou bien pulmonaires. Les comorbidités cardiovasculaires, c'est le diabète, l'hypertension, l'obésité, les maladies coronariennes. C'est tout ce qui fait penser à une maladie du cœur gauche associée. Et puis les comorbidités pulmonaires, ça c'est quand même plus discutable. Ces malades avec petite atteinte parenchymateuse et un DLCO faible. Alors, nous, on n'appelle pas ça comorbidité pulmonaire. Nous, on appelle ça maladie véno-occlusive ou on appelle ça maladie interstitielle, donc maladie du groupe 3. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas forcément la même approche que ce qu'avait montré Marius Hooper dans son papier récent sur les HTAP avec un profil de maladie pulmonaire. Ça, on pourra discuter longtemps là-dessus, mais voilà quelles sont les recommandations. Donc, monothérapie pour ces malades-là. On a... Laurent, il vient juste de déposer un PHRC, une lettre d'intention pour un PHRC pour justement savoir si ces malades-là ils doivent vraiment bénéficier d'une monothérapie ou bien d'une bithérapie. Donc, on espère pouvoir un jour mener cette étude au sein du réseau. Donc, vous en entendrez parler, j'espère, très bientôt. Alors, au-delà de ça, il y a des nouveaux traitements qui sont en cours d'évaluation. Donc, au-delà de la dysfonction endothéliale, il y a plein de mécanismes qui peuvent être considérés comme étant des cibles potentielles pour des médicaments. Il y a pas mal de médicaments candidats en particulier pour la voie de la sérotonine, la voie du TGF-bêta, les facteurs de croissance comme le PDGF et d'autres, et en particulier aussi l'inflammation. Malheureusement, quand on regarde les études, plein de ces médicaments ont été testés dans des essais de phase 2. Il y a énormément d'essais négatifs. Il y a plein d'essais négatifs qui n'ont jamais été publiés. Ça, c'est aussi un problème. Mais vous voyez qu'il y a pas mal d'essais avec, par exemple, le selonsertib, qui est un inhibiteur de ASK1 qui joue sur le stress oxydatif, une étude totalement négative. Il faut dire que le critère principal de jugement n'était pas forcément le bon. Il y a aussi d'autres études. Je ne vais pas rentrer tout dans les détails, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui est positif plutôt que ce qui est négatif. Mais toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup d'études négatives, en particulier tout ce qui va cibler l'inflammation, même si l'inflammation, c'est quelque chose de très important dans l'hypertension pulmonaire. Donc les mécanismes qui nous semblent les plus intéressants aujourd'hui à cibler, ce sont la voie du TGF-bêta, bien sûr, la voie donc de BMPR2, les facteurs de croissance avec le PDGF, et puis la sérotonine.
En ce qui concerne la voie BMPR2 activine, hein, donc la voie du TGF-bêta, donc on peut la cibler avec un médicament qui s'appelle le sotatercept, dont l'objectif va être de rebalancer le signal entre les facteurs pro-proliférants et anti-proliférants. Donc pour ça, on peut soit donner du BMP, soit on peut au contraire bloquer l'activine. Et en fait, là, le sotatercept, ça empêche en fait l'activine de cibler son récepteur. Et donc, il y a l'étude Pulsar, hein, qui a été publiée par Marc l'année dernière, qui avait montré, donc chez un peu plus de 100 malades, hein, une étude de 6 mois, que de donner du sotatercept en plus d'un traitement par au moins une bithérapie orale, mais la moitié de ces malades avaient une trithérapie, dont 37% une prostacycline parentérale, donc le traitement considéré aujourd'hui comme étant le traitement maximal. Et malgré ça, on arrivait à gagner en termes d'amélioration hémodynamique avec le sotatercept par rapport au placebo, avec, vous voyez, une baisse des résistances d'au moins 3 unités Wood. 3 unités Wood, c'est quand même beaucoup chez des malades qui ont, pour la plupart, déjà une trithérapie, avec un médicament qui est plutôt bien toléré, et ça fait juste un peu monter l'hémoglobine. En ce qui concerne les autres voies, c'est la voie du PDGF. Donc le PDGF, il est très très fortement impliqué, hein, dans le développement de l'HTAP et dans la physiopathologie de la maladie. Ça a été très bien montré de façon expérimentale. Et puis il y a eu un premier essai avec l'imatinib qui était un essai positif, mais qui est en termes d'amélioration hémodynamique, amélioration du test de marche, mais avec des problèmes de safety qui étaient évidents, parce qu'il y avait beaucoup de malades qui avaient dû quitter l'essai à cause d'effets secondaires. Environ un tiers des malades avaient dû quitter l'essai au cours de 24 semaines, ce qui est considérable. Donc là, il y a eu des progrès qui ont été faits pour cibler cette voie-là, avec soit toujours de l'imatinib par voie inhalée, et puis une nouvelle molécule qui est le seralutinib, qui a été développée pour traiter justement l'hypertension pulmonaire, qui est également utilisable par voie inhalée. Donc le seralutinib, l'étude de phase 2, on attend les résultats incessamment sous peu d'ici la fin de l'année, et l'étude d'imatinib, c'est une phase 2-3 qui va démarrer bientôt avec l'imatinib inhalé. Enfin, la sérotonine également joue un rôle important dans la physiopathologie de l'HTAP. Et donc, la sérotonine, on peut la cibler soit en bloquant les récepteurs, soit en agissant sur le transporteur, soit en empêchant la synthèse, hein, de sérotonine au niveau périphérique, en bloquant une enzyme qui s'appelle la tryptophane hydroxylase. Donc, c'est l'étude Elevate 2 qui est en cours. Là, pour l'instant, les inclusions ne sont pas tout à fait terminées. Donc, vous voyez, il y a pas mal de progrès. Donc, ça, c'est ma diapositive de ma dernière. Donc, je vais pouvoir tranquillement revenir vers ici, le temps que je termine. Donc, mes messages à ramener à la maison, comme on dit. Donc, vous voyez que l'algorithme de traitement, il s'est quand même pas mal simplifié par rapport à ce que c'était auparavant. Avec on a pu isoler les malades avec comorbidité, même si ces malades-là, il va falloir quand même qu'on réfléchisse un peu mieux à quel est le poids des comorbidités, quel est leur impact réel sur la maladie. Le traitement combiné initial, ça devient maintenant la règle, hein, pour la plupart des malades. En ce qui concerne les nouveaux traitements, vous avez vu qu'il y a des cibles thérapeutiques qui sont intéressantes, en particulier la voie BMPR2 activine, la voie du PDGF récepteur, la voie de la sérotonine. Et donc, pour ce qui concerne le sotatercept, il est déjà pas mal avancé, hein, puisque l'étude de phase 2 est terminée. L'étude de phase 3, même la première étude de phase 3, parce qu'il y en a plusieurs, est également terminée. On aura les résultats vraiment très, très bientôt. Et puis pour les autres, on va attendre les résultats des études de phase 2. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Bravo pour la présentation, et ça clarifie un peu les esprits, hein, parce que ce n'était pas facile à suivre en lisant l'article. Avoir une croix dans le rouge, ça suffit donc pour considérer une seule qu'on est à très haut risque de mortalité, hein. C'est bien ça, une seule croix suffit. Pour avoir, excuse-moi, avoir une seule croix dans le rouge au diagnostic ou dans le suivi, ça suffit pour être... Non. Tu reviens donc au risque à l'évaluation du... Parce que c'est la fonction du risque que stratifier le traitement.
Oui, c'est en fonction du risque qu'on stratifie le traitement. Mais l'évaluation du risque, c'est comme l'a expliqué Athénaïs, tu comptes 1 point pour chaque critère dans le vert, 2 points pour chaque critère dans le jaune, 3 points pour chaque critère dans le rouge. Tu fais la somme, tu divises par le nombre de variables et tu arrondis à l'entier le plus proche. C'est comme ça que ça marche. Et ça marche. On peut le discuter hein, sur la méthode, mais c'est comme ça que ça marche. Donc un critère dans le rouge, non, ça ne suffit pas forcément. Pas forcément. Par exemple, un malade qui est en classe 2, qui a du mal à marcher et qui marche 100 mètres, mais qui a un BNP normal, pour moi, il n'est pas dans le rouge. Il est dans le vert, lui, par exemple. D'accord. Donc tu vois, c'est... Pour la stratification initiale, il y a 3 strates. Pour le suivi, il y en a 4. Or, pour la décision d'adaptation thérapeutique dans le suivi, on revient à 3 niveaux. Pourquoi avoir fait 4 niveaux d'évaluation du risque? Puisque dans la stratégie d'adaptation des doses après le traitement initial, on revient à 3 niveaux. Ah, parce qu'on s'est aperçu que d'être à risque intermédiaire élevé, tu avais un pronostic qui était très mauvais, peut-être moins mauvais qu'à risque élevé, mais qui est très mauvais. Et donc, pour ces malades-là, on considère qu'on doit être beaucoup plus agressif en termes de traitement et mettre en place une thérapeutique parentérale. Très bien. Donc 3 niveaux pour le suivi, c'est bien aussi. Ouais, si tu veux, on peut mettre intermédiaire. Pour les décisions thérapeutiques. Oui. Et enfin, dernier point, tu nous as rassuré, vous faites encore des cathétérismes cardiaques droits dans le suivi des patients. Oui. Super. Mais pas toujours. Quand le malade va très bien, ça Athénaïs l'a bien dit précédemment, quand le malade va très bien, qu'il est tout dans le vert, moi je suis des malades qu'en consultation. Les malades, quand ils sont tout dans le vert, ils ont besoin de rien d'autre. Quand vraiment le malade qui va très bien, il a besoin de rien d'autre. Après, ces malades-là, ça représente 20% des malades peut-être. Donc on a 80% qui ont besoin d'autre chose. Donc il va y avoir besoin d'autres évaluations pour nous aider à prendre des décisions. Gérald ? Oui, Olivier, je voudrais qu'on revienne sur les comorbidités, parce que je voudrais recommander quand même à l'assistance de ne pas respecter ces recommandations qui sont pour moi ridicules quand même. Parce que déjà, la comorbidité, il faut savoir quel degré de comorbidité c'est. Si c'est un emphysème du sommet un petit peu, un VMS à 80% de la normale, une LCO un peu abaissée, à mon avis, c'est une faible comorbidité. Si c'est par contre une insuffisance cardiaque sévère plus une BPCO sévère, et le deuxième facteur qui joue, c'est le niveau de pression. Si vous avez une faible comorbidité avec 50 de PAP moyenne, ou si vous avez une forte comorbidité avec 30 de PAP moyenne, c'est pas pareil. Donc, à mon avis, il faut envisager tous ces critères, et dans le premier cas, il faut les traiter par une bithérapie d'emblée, considérer que c'est une HTAP idiopathique. Non, bien sûr, mais on ne dit pas que ce n'est pas des HTAP idiopathiques, on dit juste que les comorbidités vont poser un problème. L'existence de comorbidités vont poser un problème pour la prise en charge. C'est une connerie. Non, mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les comorbidités, à mon avis, c'est une des critiques majeures que l'on a dans l'algorithme. Oui, mais c'est pas seulement les comorbidités, c'est les comorbidités rapportées au niveau de la PAP moyenne. Un malade qui est extrêmement sévère avec des comorbidités, même s'il a 2-3 comorbidités, c'est difficile de le mettre juste en monothérapie s'il a des résistances à 15 unités Wood. Ça, c'est une évidence. Et nous, on va plutôt être tendance ou lui faire un séquentiel rapide, quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre une mono, voir s'il supporte bien. Une semaine après, on va rajouter le deuxième médicament. Donc, c'est l'équivalent d'une thérapie d'emblée. Olivier, j'avais un peu la même remarque. Sur les comorbidités, rassure-moi, si tu as une femme de 40 ans, obèse, hypertendue, avec 12 de résistance, tu lui fais pas une monothérapie? Non, bien sûr que non. Mais c'est pour ça que... Mais c'est un vrai problème, parce qu'en plus, indépendamment de ça, la DLCO diminuée, c'est pas une comorbidité en soi, c'est même pas la définition d'une comorbidité, c'est une mesure d'un paramètre fonctionnel. Voilà, mais... C'est vrai que on a eu plein de discussions ensemble dans le service. Je sais bien, mais pour le message, c'est vrai que c'est un malade qu'on va traiter en bithérapie. En particulier pour ce qu'on appelle comorbidité respiratoire, à mon avis, c'est des erreurs de phénotypage des malades. Je pense que... Il faut peut-être juste voir ça comme un warning, attention, risque de mauvaise tolérance. On va beaucoup travailler. Faites plutôt du séquentiel. Non, mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'un malade très sévère, juste parce qu'il est hypertendu ou parce qu'il est diabétique, on va lui mettre juste une monothérapie. Ça, c'est absurde. Ça paraît complètement absurde. Donc, le poids des comorbidités,
est à prendre en compte, le nombre de comorbidités, leur impact sur le pronostic et sur la tolérance du traitement est aussi très, très important. Oui, bien sûr. Mais je te parle chez des malades sévères. Chez des malades non sévères, on est quand même plus tranquille puisque... voilà. Et Olivier, je peux te poser une petite question, merci. Pour une niche de patients, c'est les répondeurs. Avant, tu nous disais donc quand ils répondent, ils ont moins de 40 de PAP moyenne, ils sont en classe 2, on reste sous inhibiteur calcique. Là, c'est la première fois que dans les recommandations, on voit la possibilité de mettre une monothérapie spécifique en plus. Et on a quelques patients comme ça qui traînent, qui ont plus de 4 ou 5 unités Wood. Est-ce que tu penses qu'on peut leur débuter une monothérapie maintenant ? Oui, c'est ce qu'on. C'est un peu. Ça paraît un peu logique, c'est-à-dire qu'un malade qui va se détériorer ou qui va pas suffisamment s'améliorer, va pas atteindre les objectifs, il va falloir faire autre chose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reteste la vasoréactivité. C'est-à-dire que les malades vasoréactifs, quand on les recontrôle, on reteste la vasoréactivité. S'ils continuent de répondre, on augmente les doses d'inhibiteurs calciques. Et si jamais ils répondent plus et qu'ils s'aggravent, là, effectivement, on va leur rajouter autre chose. Tout en continuant les inhibiteurs calciques. Mais on n'avait pas ce niveau de résistance avant. Non, mais c'est très indicatif. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le tableau, là, parce que c'est très indicatif. C'est juste avec une astérix, on dit c'est quoi, NIR normal, hémodynamique, c'est ça. Mais c'est très, très indicatif. Oui, Harry ? Oui, juste sur les comorbidités respiratoires, un terme que tu n'apprécies pas. Juste préciser, je suis d'accord sur le... Bon, enfin, sur le diagnostic, c'est compliqué, mais il y a quand même des patients qui sont difficiles à classer, qui répondent. Alors souvent, ils répondent sur le plan hémodynamique, mais il y en a même qui répondent sur le plan clinique. On pourrait se dire qu'on se donne des objectifs thérapeutiques et si le patient ne répond pas, on arrête le traitement. Je ne sais pas ce que tu penses de cet avis-là. Le deuxième patient que j'ai montré parmi les trois, 61% de VEMS, il est sous bithérapie, il est stable, il s'est amélioré, d'abord du point de vue hémodynamique, il s'est un peu amélioré sur le plan clinique, il est stable depuis 3 ou 4 ans, je crois. Hein. Non, mais il y a sûrement des malades, effectivement, qui ont un profil vasculaire prédominant, et peut-être ces malades-là, ils peuvent tirer un bénéfice des traitements. Après, il y a le risque de détérioration des échanges gazeux, etc. Bon. Mais c'est des malades qui ont une BPCO peu sévère. Oui, c'est sûr qu'il y en a certains qui peuvent répondre de façon très bonne parfois. Bon, je pense qu'il faut les inclure dans le PHRC de David, déjà pour commencer. Mais c'est juste, dans ta remarque, c'est des respiratoires du groupe 3. Moi, ma crainte, c'est qu'on dise il ne faut pas les traiter du tout. Non, c'est pas dit c'est les respiratoires du groupe 3, mais des malades qui ont la particularité d'avoir en particulier c'est vrai pour les interstitiels, pas tellement pour les c'est plus vrai pour les maladies interstitielles que pour les BPCO. Les malades qui ont un peu de maladie interstitielle, une DLCO très basse et une hypertension pulmonaire sévère, c'est quand même difficile de dire que c'est des HTAP idiopathiques quand même. Tu vois, c'est plutôt ça. Ou ça peut être manivénoclusive, oui. Oui. La dernière question alors. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est que je sens Gérald très énervé à ma gauche et je voudrais le calmer en lui faisant un petit massage de l'épaule. Le diable est dans les détails et tout ce qu'on vient de discuter se trouve dans le texte. Je pense que peut-être l'erreur est d'avoir mis en avant de façon trop évidente cette histoire de comorbidité dans l'algorithme et dans la figure. Sinon tout le reste c'est dans le texte. Donc calmez-vous les gens. Merci Oli. 66%. Ouais. Même chez nous. Hein. Même chez nous, hein, 60% des malades sont initiés en monothérapie. Bon. Donc place aux jeunes, donc Laurent. Merci Olivier, on va devoir arrêter cette discussion. J'ai le plaisir de donner la parole à Laurent Saval qui va nous parler des défaillances ventriculaires droite et la transplantation pulmonaire. Bien, bonjour à tous. Donc, pour terminer cette session, donc, je vais vous parler des patients les plus sévères avec la défaillance ventriculaire droite et la transplantation donc, pulmonaire. Donc, juste pour introduire le sujet, je crois qu'il ne faut pas oublier que malgré les développements thérapeutiques, il y a une proportion, comme l'a dit Athénaïs tout à l'heure,
importante de patients qui restent dans des stratifications du risque plutôt de mauvais pronostic. Et quand on revient sur l'étude Compera 2, enfin au sein du registre français, vous voyez que rien qu'à la première réévaluation après l'introduction d'un traitement, vous avez 27% des patients qui restent soit en intermédiaire élevé, soit en risque élevé, soit des patients qui sont déjà décédés ou ont déjà été transplantés. Donc, tous ces patients qui restent en risque intermédiaire élevé ou en risque élevé sont bien sûr plus à risque de développer ces tableaux de décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire. Si on prend les données qui sont issues des essais contrôlés randomisés avec des patients qui ont été suivis sur le time to clinical worsening, on peut estimer environ que l'incidence annuelle de décompensation d'hypertension pulmonaire est de l'ordre de 2 à 9% en fonction de la façon dont elle est définie. Donc, ces patients-là peuvent avoir des phénotypes qui sont variés, avec une combinaison de dysfonction systolique, de dysfonction diastolique, de dysfonction également d'interdépendance VD-VG, avec des profils différents de patients à l'autre. Et l'essentiel des données qu'on a sur la survie de ces patients sont issus essentiellement des centres d'expertise, avec, vous voyez, des taux de mortalité qui sont très élevés, qui sont peut-être un peu moins élevés sur les données récentes, de l'ordre de 20 à 30% toujours de mortalité chez ces patients-là. Donc ça reste un challenge d'arriver donc à améliorer le pronostic de ces patients-là. Je vous montre ici juste les résultats un peu préliminaires de l'étude Propulse, donc qui a été menée dans notre unité de soins intensifs avec donc une collection prospective des patients admis en soins intensifs, 144 patients, un moyenne d'âge d'environ 55 ans, groupe 1 et groupe 4. 2 tiers des patients ont bénéficié d'un support inotrope et ou vasopresseur. Et vous voyez que l'incidence cumulée de décès, d'ECMO ou de transplantation à 3 mois est de l'ordre de 25%, et ce, quel que soit l'âge des patients, inférieur ou supérieur à 65 ans. Si on regarde sur la droite le décès, vous voyez qu'on a un taux de décès qui est de 25% pour les patients de plus de 65 ans, et que par contre, on a un décès pour les moins de 65 ans, donc potentiellement candidat à une transplantation, qui est de l'ordre de 10% à 3 mois. Ça reste élevé, mais il y a quand même un certain nombre de solutions qui se sont développées pour la prise en charge de ces patients-là. Donc, concernant la prise en charge de ces patients-là, il y a 3 points donc, qui sont développés dans les guidelines. Le premier point, donc, c'est d'anticiper l'évolution vers une décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire, et donc d'intégrer donc, le projet de transplantation dans la prise en charge des patients. Deuxième point, c'est comment prendre en charge ces patients de façon médicale. Et troisième point, comment prendre en charge les patients qui développent une insuffisance ventriculaire droite réfractaire, notamment donc avec la transplantation en super-urgence et l'assistance circulatoire. Alors, premier point, quand référer les patients dans un centre de transplantation et quand les inscrire? Je vous ai remis la phrase donc, des guidelines qui vous dit que la transplantation pulmonaire doit rester bien sûr intégrée dans l'algorithme de prise en charge des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, et que le référencement des patients vers un centre de transplantation doit arriver assez tôt dans la prise en charge des patients pour anticiper un projet de transplantation et ne pas se réveiller au moment où les patients sont en décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire. Donc, pour aider, il a été repris dans ces guidelines les points spécifiques pour référer les patients qui avaient été discutés lors du dernier congrès mondial. Ils ont été repris tels quels donc, dans cette table, avec le premier point, donc, les patients qui sont éligibles pour une transplantation et qui ont un échec de première ligne de traitement. Ces patients-là, déjà, doivent se poser la question donc, d'un projet de transplantation futur. Les patients qui restent en risque intermédiaire élevé ou en risque élevé après une médication d'HTAP qui soit appropriée. Des patients qui ont une cinétique d'aggravation avec une décompensation d'hypertension pulmonaire. La nécessité d'introduire un traitement par prostacycline parentérale. Tous ces patients doivent être connus d'un centre de transplantation. Et ensuite, on a des cas bien sûr spécifiques que sont la maladie véno-occlusive, comme vous le savez, les patients qui ont une sclérodermie dont le pronostic est beaucoup plus péjoratif avec une atteinte vénulaire souvent associée, et des patients qui commencent à développer donc un retentissement d'organes tels qu'une insuffisance rénale sur un syndrome cardio-rénal par exemple. En ce qui concerne maintenant le timing pour lister les patients,
Donc la seule recommandation qui est donnée, c'est qu'il est recommandé de lister les patients à partir du moment où ils sont à risque élevé, basé sur un score REVEAL supérieur à 10 ou sur les critères ESC et ERS sous traitement maximal, incluant une prostacycline intraveineuse. Donc il n'y a pas d'étude, donc c'est un niveau 1C. Et vous voyez donc au-dessus a été listé également d'autres critères, et en particulier bien sûr la maladie véno-occlusive qui évolue avec une hypoxémie plus importante ou des cas particuliers comme l'hémoptysie menaçante. Donc les patients à haut risque. Alors ça soulève une question, c'est que fait-on des patients qui sont à risque intermédiaire élevé sous traitement maximal? Est-ce qu'on peut se contenter de ça, ou est-ce que ces patients finalement ne doivent pas être listés plus tôt pour éviter aussi les complications post-opératoires? Alors, il y a quelques éléments qui commencent à sortir pour répondre à cette question. D'abord, cette lettre qui a été sortie également par Marius Hopper à partir du registre Compera, qui a regardé donc chez les patients après introduction d'une prostacycline parentérale l'évolution, la survie des patients, en fonction de la stratification du risque, donc en 4 groupes. Et vous voyez que les patients qui restent à risque élevé sous traitement maximal avec prostacycline, le risque de mortalité était extrêmement élevé, mais vous voyez aussi que les patients qui sont en risque intermédiaire élevé, malgré un traitement maximal avec une prostacycline, on a une mortalité à 1 an qui est de 23% et qui est donc au-delà de la mortalité qu'on a actuellement à 1 an après une transplantation pulmonaire. Autre point qui va dans le sens de considérer une inscription sur liste sans attendre d'être à haut risque, mais plutôt intermédiaire élevé, c'est ce travail qu'on a fait sur les patients qui ont été transplantés à Marignane avec une cohorte de plus de 100 patients, où ont été exclus les patients avec maladie véno-occlusive ou cardiopathie congénitale qui sont une problématique à part. Et on a regardé donc la survie des patients à partir du moment où ils sont inscrits et après transplantation en fonction de leur stratification du risque lorsqu'ils ont été listés. Vous voyez que les patients qui avaient au moins un risque dans le rouge sur les critères ESC et ERS, vous voyez qu'il y a une surmortalité qui est beaucoup plus importante en comparaison aux autres patients. On retrouve la même chose, un peu moins marquée avec le score REVEAL Like 2 et avec le score Compera 2, vous voyez que là encore, les patients qui sont en high risk ont un taux de mortalité qui est plus élevé, qui est lié aussi bien à une mortalité sur liste qui est plus importante, mais également une mortalité post-opératoire qui est plus importante. Donc voilà pour l'inscription sur liste. Ensuite, comment prendre en charge médicalement les patients qui sont en décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire. Donc, comme vous le savez, il y a 3 principaux axes en fonction de la gravité des patients. Bien sûr, le traitement médical et ensuite, toute la difficulté est de détecter le patient qui va développer une défaillance ventriculaire droite réfractaire qui va nécessiter donc une inscription en super-urgence, plus ou moins à l'aide d'une assistance circulatoire en bridge à la transplantation. Alors, concernant les guidelines, donc peu de recommandations sur ces patients-là. Ça reste essentiellement donc une prise en charge dans des centres experts. Ce qu'il est dit et ce qui est très important, c'est que ces patients-là doivent être absolument orientés vers des centres spécialisés pour leur prise en charge et que l'environnement dans lequel ils doivent être, et en particulier les patients qui sont candidats à une transplantation pulmonaire, doit pouvoir leur proposer justement le recours à l'assistance circulatoire ou à la transplantation en super-urgence, et donc ne pas hésiter à transférer les patients dans une structure adéquate pour optimiser donc leur prise en charge et leur chance donc de sortir de cette situation. Concernant la prise en charge médicale, il n'y a pas de recommandation en tant que telle, il n'y a pas d'essai spécialisé pour ces patients-là. Ça reste bien sûr sur les 4 trépieds. D'abord, identifier un facteur de risque. Deuxièmement, optimiser la volémie des patients, optimiser le débit cardiaque et la pression artérielle systémique. Et puis, pour pouvoir rétablir un état d'équilibre sur le long terme, arriver donc à optimiser la prise en charge de l'hypertension pulmonaire et donc faire baisser la post-charge du ventricule droit. Donc là, c'est des données qui sont essentiellement dans le texte, ça n'est pas des recommandations. En ce qui concerne les facteurs déclenchants, environ 15%, en particulier dans l'étude Propulse, ont un trouble du rythme supraventriculaire, surtout type Flutter, au moment de l'admission aux soins intensifs. Chez ces patients-là, donc, il est plutôt suggéré, il est même fortement suggéré de ne pas utiliser les bêta-bloquants, d'utiliser plutôt une cardioversion médicale par amiodarone ou éventuellement pour les Flutter, une ablation par radiofréquence. Toujours rechercher une infection associée qui est un facteur de mauvais pronostic,
Toujours faire des hémocultures systématiques chez les patients qui sont sous époprosténol, puisqu'on peut avoir des bactériémies à bas bruit qui vont essentiellement se traduire par une décompensation cardiaque droite. Et pour les patients les plus sévères, on peut avoir des sortes de syndromes inflammatoires liés probablement à de la translocation bactérienne sans qu'il y ait d'identification claire. C'est un facteur de pronostic majeur. En ce qui concerne l'hypoxémie, comme vous le savez, on a des variations extrêmement importantes d'altération des échanges gazeux en fonction du type d'hypertension pulmonaire, en fonction qu'il y ait une ouverture de foramen ovale ou pas. Certains patients ont des hypoxémies très profondes sans qu'il y ait de déficience de la mécanique ventilatoire, donc plutôt bien tolérée. Donc oxygéner ces patients, c'est important, et surtout éviter de les intuber, sauf dans des cas très spécifiques. L'optimisation hémodynamique, la dobutamine pour l'inotropisme reste le traitement de choix, sans augmenter les doses de façon excessive pour ne pas rentrer dans les effets délétères sur la résistance systémique et la tachycardie. Concernant la milrinone et le lévosimendan, ces deux drogues sont citées également, sans qu'il y ait vraiment une expérience forte pour l'utilisation de ces traitements-là. Pour l'optimisation de la tension artérielle systémique, elle est absolument importante quand les patients deviennent hypotendus pour éviter de rentrer dans un cercle vicieux d'ischémie du ventricule droit avec l'utilisation de la norépinéphrine en première intention, avec une tension qui doit être ciblée pour ne pas non plus être excessif et augmenter la post-charge du ventricule droit. Ce qui est important, là je retourne sur l'étude Propulse, vous voyez que quand on regarde donc, le devenir à M3 en fonction des patients qui ont nécessité juste des diurétiques, l'introduction de dobutamine et l'introduction de norépinéphrine. Vous voyez qu'à partir du moment où on est obligé d'utiliser de la norépinéphrine, le nombre d'événements et la proportion d'événements est extrêmement important, 50% à M3. Donc je crois qu'on peut considérer qu'à partir du moment où on est obligé de mettre de la noradrénaline et qu'on est obligé d'augmenter ces doses de noradrénaline, on rentre dans un tableau de défaillance ventriculaire droite réfractaire où doivent être prises des décisions rapidement, telles qu'un projet de transplantation en super-urgence ou l'utilisation d'une assistance circulatoire en bridge donc à la transplantation. Alors, en ce qui concerne l'assistance circulatoire, donc elle s'est maintenant bien développée dans la prise en charge de la défaillance ventriculaire droite depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant. En ce qui concerne les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, on recommande de poser cette assistance circulatoire sous anesthésie locale, sans intubation bien sûr, en bridge donc à une transplantation dans 95% des cas. Je vous ai mis la phrase des guidelines en bas où il est marqué qu'il n'y a pas de recommandation sur l'indication de l'ECMO possible et que ça reste du cas par cas et en fonction de l'expertise et en fonction du centre. Globalement, comme je disais tout à l'heure, un patient qui développe une hypotension avec le besoin d'introduction de la noradrénaline, on rentre dans un tableau avec un très fort risque d'événement et donc on doit commencer à réfléchir à l'assistance circulatoire. Là encore, si je reviens sur l'étude qu'on avait faite sur les patients qui ont été inscrits, où on a regardé la stratification du risque au moment de l'inscription. Vous voyez que plus les patients sont à risque élevé au moment de l'inscription, plus on va avoir recours à la transplantation en urgence avec même des proportions extrêmement importantes. Et pareil, plus les patients sont à risque élevé au moment de l'inscription sur liste, on peut avoir jusqu'à 20 à 25% des patients qui nécessitent même une assistance circulatoire en bridge à la transplantation en super-urgence. Alors, en ce qui concerne donc le développement de ce programme de super-urgence, on a maintenant un bon recul, également l'utilisation de l'assistance circulatoire. Ça a eu bien sûr un bénéfice très net sur la survie des jeunes patients qui font des épisodes de décompensation aiguë. Avant, on avait 50% de mortalité sur liste de transplantation. On est maintenant aux alentours de 10%, cette étude commençant un peu à dater. Mais bien sûr, il est toujours mieux d'inscrire les patients et de transplanter les patients sur liste conventionnelle, où on a quand même une survie en post-transplantation qui est meilleure en comparaison aux patients qui ont été transplantés en super-urgence avec éventuellement le besoin d'une assistance circulatoire, d'où encore la nécessité de référer les patients assez tôt pour envisager les projets de transplantation. Si on regarde maintenant les données toutes récentes, vous voyez sur la survie de la transplantation des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, on a une survie qui est quand même bien meilleure, même par rapport à il y a 10 ans, avec une médiane de survie après inscription sur liste qui est maintenant de 93 mois et une médiane de survie après transplantation qui est de 116 mois, alors qu'elle était de l'ordre de 60 mois il y a encore 15 ans. Donc il y a également beaucoup de progrès réalisés dans le management péri- et post-opératoire de ces patients-là, avec également l'utilisation de l'ECMO en post-opératoire.
Juste pour vous montrer sur cette étude rétrospective qu'on a faite pour voir ce qu'étaient devenus les patients 5 ans après la prise en charge donc d'une défaillance ventriculaire droite aiguë aux soins intensifs sur une cohorte de 70 patients. Vous voyez qu'à court terme, donc un taux de mortalité qui est identique à ce que je vous ai montré avec l'étude Propulse qui, elle, est prospective, 20% de mortalité. 4 patients ont eu une ECMO, 16% ont eu une transplantation en super-urgence. Les événements sont identiques, là encore, pour les patients de moins de 50, 50 à 65 ans et plus de 65 ans. Ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, avec le développement de la transplantation en urgence et de l'ECMO, la survie des patients qui ont moins de 50 ans est maintenant bien meilleure, avec une survie à 5 ans qui est de l'ordre de 75%, alors qu'il y a 15 ans, elle était de l'ordre de 20%, 5 ans après un épisode de décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire. Donc on a maintenant de plus en plus de solutions pour essayer d'améliorer ces patients, ce qui vient renforcer le fait que tous ces patients-là, pour leur donner le maximum de chances de survivre, doivent être référés au sein d'un lieu où il peut y avoir une approche multidisciplinaire qui intègre un traitement médical d'expertise, une assistance circulatoire et la transplantation en super-urgence. Donc en conclusion, 3 mots principaux: identifier assez tôt dans la prise en charge des candidats potentiels à un projet de transplantation, intégrer la transplantation dans l'algorithme de prise en charge en s'aidant des outils de stratification du risque et orienter les décompensations d'HTAP vers un environnement qui offre la possibilité d'une prise en charge multidisciplinaire, et ce, plus spécifiquement pour les potentiels candidats à un projet de transplantation. Je vous remercie. Merci Laurent pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? David? Désolée, j'ai 2 petites questions. Jusqu'à quel âge vous transplantez? Et la deuxième question, c'est à quel moment vous orientez plutôt vers une transplantation cœur-poumon en fonction du degré de défaillance du VD? Alors pour l'âge de la transplantation, on dépasse rarement, on dépasse jamais les 65 ans, et on a assez peu de patients qui ont été transplantés entre 60 et 65 ans. Pour l'hypertension artérielle pulmonaire, ça reste déraisonnable d'aller au-delà de cet âge-là. En ce qui concerne la transplantation bipulmonaire versus cardiopulmonaire, ça a énormément changé, puisque si on revient là encore 15 ans en arrière, on avait encore 50% de transplantation cœur-poumon, 50% de transplantation bipulmonaire. Avec les progrès qui ont été réalisés justement dans la prise en charge périopératoire et avec l'utilisation de l'assistance circulatoire qui peut être maintenue après la transplantation le temps que le reverse remodeling commence un petit peu à démarrer, on a considérablement diminué les indications de cœur-poumon dont l'accès était extrêmement difficile, comme chacun le sait. Et donc maintenant, ça reste exceptionnel de proposer une transplantation cœur-poumon. L'indication formelle étant l'existence d'une cardiopathie congénitale qui n'est non réparable, donc une CIA maintenant on la fait en bipulmonaire et on la répare derrière, ou alors des cas exceptionnels de cardiomégalie qui sont tellement majeurs qu'il n'y a pas la place pour rentrer le poumon dans la cage thoracique, et donc là on est obligé. Mais maintenant, on ne prend plus en compte, par exemple, des paramètres de dysfonction de VD en dessous de tel ou tel seuil de dysfonction VD pour décider du cœur-poumon versus bipoumon. C'est quasiment plus une question. Maintenant, quasiment tous les patients sont en bipulmonaire. Merci Laurent. Une question, mais je pense que tu as la réponse. Si on suit les guidelines pour l'inscription sur liste de transplantation, finalement, on pourrait se satisfaire de critères non invasifs pour inscrire le malade en disant qu'il est dans le rouge sans données hémodynamiques. Mes 2 questions, c'est est-ce que ça apporte quelque chose dans ton expérience pour mieux classer les malades avant l'évaluation pour la transplantation, de faire un KT? Et est-ce que tu recommandes quand même systématiquement de faire un KT lorsqu'on discute la transplantation pour les patients? Oui, je recommande de faire un KT. D'ailleurs, dans le tableau qui est proposé par la Guidelines, il n'y a pas Compera 2, justement, ce qui vient un peu complexifier un plus, donc c'est un petit chapitre. Et vous voyez qu'il n'y a pas Compera 2 dans la stratification du risque pour décider de la transplantation. Donc c'est là que les choses deviennent complexes.
Donc évidemment, je pense que le compère A2 peut permettre d'identifier les patients chez qui il va vraiment falloir lancer le projet, mais il est quand même difficile de se passer également des données hémodynamiques pour décider effectivement d'une inscription sur liste de transplantation. On reste sur des critères généraux et vraiment larges parce que c'est quand même des décisions difficiles. Donc je crois qu'il faut garder tous les paramètres, y compris hémodynamiques. Dans votre étude Propulse, est-ce que vous savez quelle est la proportion de patients du coup, qui ont fait une décompensation droite sans étiologie retrouvée, si ce n'est que l'évolution de l'hypertension pulmonaire? Et si cette proportion est importante, est-ce que tu verrais des stratégies de télésurveillance ou de choses comme ça particulières à faire pour éviter ce genre de situation? Alors c'est une très bonne question. Donc sans étiologie retrouvée, oui. Finalement, on a un facteur déclenchant retrouvé chez 25% des patients, 30% des patients et pas plus en fait. Donc évidemment, c'est un projet sur lequel on réfléchit avec Anne Roche en particulier. C'est justement de pouvoir s'intégrer dans ce circuit des suivis d'insuffisance cardiaque gauche qui existe déjà et de pouvoir justement suivre ces patients par télésurveillance de façon rapprochée pour en tout cas anticiper une nouvelle décompensation. Parce que le taux de réhospitalisation, je ne l'ai pas dit, pour une nouvelle décompensation dans l'année qui suit était également extrêmement importante. Donc ça, c'est évidemment un projet à mettre en place qu'on est en train d'essayer d'initier. Voilà. J'avais une petite question sur la stratégie de déplétion. Là, il y a une étude récente dans l'insuffisance cardiaque gauche avec l'acétazolamide dans l'insuffisance cardiaque gauche. Est-ce qu'on a de l'expérience aussi dans les décompensations d'HTAP en ajout au diurétique de Lens? Est-ce que ça pourrait être utile pour ces patients difficiles à dépléter? C'est le Diamox, hein, c'est ça? Oui. Ouais, j'ai aucune expérience, j'utilise jamais le Diamox dans la décompensation cardiaque droite. Par contre, on utilise de plus en plus les Hydrex, qui semblent quand même être extrêmement efficaces quand on est sur un tableau de congestion importante. Juste une question sur les patients qu'on doit vous adresser pour discuter une transplantation. Est-ce que dès que vous mettez un patient sous prostacycline, enfin dans un centre qui ne fait pas de greffe, il faut adresser les patients? Parce qu'il y a des patients qui sont stabilisés quand même par les prostacyclines et qui après sont suivis pendant des années. Donc est-ce que dès qu'on initie la prostacycline, il faut que vous voyez les patients? Alors, c'est ce qui est dit en tout cas dans les guidelines, et c'est quand même ce qu'on a tendance à dire, même si c'est pour un bilan léger. Mais je crois que quelqu'un qui est sous prostacycline, chez qui on n'a plus de marge de manœuvre, qu'il soit connu avant, je pense que c'est bien. Et je pense qu'on le fait de plus en plus concrètement et qu'on a avec ça de moins en moins de situations. On a des patients qui arrivent pour un épisode de décompensation déclenché par exemple pour une infection de cathéter, même une septicémie sur un cathéter, et qui n'ont jamais entendu parler de transplantation avant et qui ne sont pas connus. Donc je crois que même si ça reste des situations assez rares, c'est des situations extrêmement inconfortables pour les patients et pour l'équipe médicale. Et je crois qu'il y ait un contact, en expliquant bien que ce n'est pas pour inscrire, mais c'est que pour qu'il y ait un contact, ça me paraît important. Ça permet aussi pour le patient de se projeter aussi dans ce projet qui arrivera sans doute à un moment ou à un autre. Voilà. Je crois qu'on va devoir finir là-dessus. Merci aux orateurs et à la salle pour cette session qui était particulièrement interactive.